les gens ont envie d'en savoir beaucoup plus hein, sur cette vocation culturelle. Comment cela est-il envisagé pour l'instant au niveau du décideur ultime, qui est la municipalité strasbourgeoise, bien entendu? D'abord, on est dans un processus de travail avec Alexandre. Il y a un document stratégique, le fameux plan guide qui sera élaboré au printemps. Il y a tout un travail avec l'ensemble de l'équipe de la SPL et Eric Bazard qui va nous amener à faire des choix le moment venu. Mais ce qu'il faut retenir, ce que je retiens de cette dimension culturelle, c'est bien la culture ou les cultures dans toutes les acceptions du terme. C'est pas du tout uniquement l'acte de création ou de diffusion culturelle. C'est aussi la dimension culturelle de la consommation, de toutes les formes de consommation, de toutes les formes de production. C'est le lien avec le territoire, avec l'histoire et la culture du territoire. C'est à ce titre-là que la culture est un fil rouge. Ce ne sera pas uniquement des activités culturelles au sens traditionnel du terme. On doit avoir des entreprises, on doit avoir de l'économie sociale et solidaire, on doit avoir bien sûr des ateliers d'artistes, une COP musicale, mais c'est l'ensemble qui doit faire sens et qui doit, tout cela dans une gouvernance inventée, qui doit être originale, qui doit permettre de faire perdurer, de refaire vivre cet esprit mutualiste, coopératif qui était à l'origine du site. Donc c'est un travail fin. Il ne faut jamais oublier l'enjeu d'échelle. La COP, c'est 8 hectares à peu près, ou 9, 10 on me dit maintenant, mais c'est entre 3 et 4 fois la manufacture des tabacs. Pour avoir une idée, on parle souvent de la manufacture des tabacs, c'est 3 à 4 fois plus grand. Il y a un autre enjeu. Qui a un autre enjeu. Mais dans 5 ans, les 2 tiers du site seront vides. Dans 10 ans, peut-être un tiers du site le sera encore. C'est un processus long et lent de création, d'où l'enjeu d'ailleurs de ne pas se tromper au début. Ce qu'on va y mettre, la manière d'occuper l'espace, les premières activités qui y seront, vont colorer et donner une connotation particulière à ceci. Donc il y a tout un travail qui se fait en essayant de trouver un équilibre entre la dimension directive que Alain appelle de ses vœux et le nécessaire échange avec l'ensemble des acteurs du secteur. Oui. Stanislas, j'ai envie de te redonner la parole maintenant quand on vient, quand on fait, pas la synthèse, mais quand on essaye de comprendre comment tout cela s'articule et quand on vient d'entendre des visions qui nous sont données tant par des Strasbourgeois que par des hauts Strasbourgeois qui arpentent le territoire de Strasbourg. Moi j'étais en train de penser, ça donne presque envie de rêver, un auteur qui dans 2-3 ans se serait emparé de ces problématiques, qui en aurait fait une écriture, un scénario qui pourrait être traduit sur la scène du TNS ou ailleurs, et qui inviterait par là même tous les gens de cette ville et tous les acteurs, tous les gens potentiellement intéressés à se réunir autour et à débattre, à prolonger ces cafés conversatoires. C'est peut-être une idée à creuser, non? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, pour rebondir, sûrement, pour rebondir sur ce que vous disiez les uns et les autres, il y a aussi une question générationnelle. Je pense à ça, je rebondis sur la COP, parce que l'année dernière, on a une jeune étudiante en mise en scène qui allait faire une création à la COP, Tête d'Or. Donc c'est juste pour dire que on a été habité ce lieu pendant un moment, et c'est dire aussi que les nouvelles générations, par exemple, d'acteurs, de metteurs en scène, cette question des limites, cette question des frontières, c'est des questions qui sont presque derrière parfois. C'est-à-dire que sortir du bâtiment, par exemple, pour les jeunes élèves du TNS, qu'ils soient scénographes, qu'ils soient metteurs en scène, qu'ils soient acteurs, c'est pas une opportunité, c'est une nécessité. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux ont de moins envie de travailler dans les lieux très ou trop identifiés et ont envie d'aller ailleurs, le hors les murs, aller rencontrer d'autres publics aussi, parce qu'on a parlé des limites sociales tout à l'heure, mais elles sont réelles. Hein. Un des enjeux du TNS, c'est aussi de ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire qu'il n'y ait pas une exclusion sociale aussi, qui de fait perdure, hein, quoi qu'on dise. Et ça passe par sortir et par investir la ville dans toutes ces acceptions et dans tous ces territoires, dans la mesure où
où finalement les lieux sont parfois très ou trop identifiés par à la fois les artistes et ceux qui viennent regarder les artistes. Il y a des endroits très très particuliers et qui sont toujours les mêmes. Donc la question par exemple de générationnelle, je pense qu'elle est très importante aussi. Cette question de la mémoire aussi, moi je m'amuse souvent à travailler avec les étudiants pour leur demander où remonte la mémoire proche, la mémoire lointaine des événements historiques. Et c'est très très frappant, c'est-à-dire que les jeunes gens qui entrent aujourd'hui au TNS, 39-45, c'est quand même la préhistoire, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement lointain dans leur imaginaire. Et la question, je pense, de l'Europe, de Schengen, de quoi qu'on en pense, d'Erasmus, etc., a aussi bougé des choses dans les têtes, à mon avis, sur la question de la frontière et de la limite, qui n'est plus du tout entendue et pensée de la même manière aujourd'hui qu'elle ne l'est par nos générations. Voilà. Et pour te répondre plus précisément, je dirais que le mouvement, de toute façon, le mouvement, il est important. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé au TNS, je sentais bien de la part de l'État, en tout cas, qui m'a nommé, on ne me demande pas de bouger forcément, on me demande plutôt de prolonger quelque chose, de continuer quelque chose. Et après, quand on arrive dans le territoire, on sait que ce qu'il faut, c'est inventer sans cesse, faire bouger des lignes, parce que tout lieu qui ne se réinvente pas se sclérose immédiatement. Donc cette question-là de sortir et de toujours questionner, en tout cas cette question de la limite, la question de la limite, c'est nécessaire pour continuer même à agir en tant qu'artiste. Alexandre et Henri, à ce stade des choses, je surveille la salle, si quelqu'un veut intervenir, n'hésitez pas à vous manifester. Alexandre et Henri, j'ai presque envie de vous poser une question un peu abrupte, ça un peu reste de décoffrage. Au stade où nous en sommes, et selon vous, quels sont les deux ou trois pièges évidents dans lesquels il ne faut pas tomber sur la problématique générale de ce dont nous parlons ce soir? Et ça serait peut-être intéressant, parce que vous avez les deux une forte expérience dans ce domaine, c'est évident, des références un petit peu partout. Est-ce qu'il y a un ou deux pièges dans lesquels il faut éviter absolument de tomber? Je pense que le piège principal serait d'entériner les divisions. C'est-à-dire qu'il y a dans cette ville un certain nombre de partages de responsabilités. Et ce partage de responsabilités ne veut pas se traduire dans le territoire. Parce que sinon, ce n'est plus les anciennes frontières qui créent des limites, ça serait le découpage entre ce qui relève de la responsabilité des uns et des autres, ce qui relève du financement des uns et des autres, ce qui relève de tel budget, de tel secteur, etc. Donc c'est là où il faut être coopératif et mettre ensemble des choses qui sont naturellement divisées ou artificiellement divisées. Et ce que nous apprend la première question que vous posez, c'est-à-dire la promenade, la découverte, c'est qu'on ne fait pas le partage. Vous avez dit que j'étais paysagiste, urbaniste, architecte, etc. Je peux continuer la liste. C'est aussi une façon de refuser d'être mis moi-même dans une catégorie où on saurait d'avance quelle réponse j'apporte à la question qu'on me pose. Donc, comme je fais de la désobéissance une obligation morale absolue, la désobéissance civile, si vous voulez, attentive, on peut mettre tous les adjectifs du monde. Vous vous rendez compte que vous nous régalez là, hein? Vous nous régalez en ce moment. Oui, bien sûr, il faut faire ça. Bien sûr, il faut faire ça, et c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et c'est ça le bon gouvernement des villes. Et ensuite, le deuxième piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'attendre trop longtemps avant de faire les choses. Et de se dire que c'est en les faisant qu'on les met en discussion. Que la discussion n'est pas préalable, qu'elle se déroule pendant les travaux. C'est l'idée qu'on pourrait appeler ça chantier ouvert au public. On peut utiliser tout un tas d'expressions, etc., plus ou moins faites. Mais c'est ce que j'appellerais, pour prendre un terme de théâtre, le changement à vue. C'est ce qui se passe quand, entre deux scènes, on n'éteint pas la lumière, si vous voulez, et qu'on voit le changement de décor. C'est très, très magique. Oui, c'est mieux, parce que qu'on voit
En même temps, on révèle quelque chose de ce qui est d'habitude caché. Et donc, on rompt la part de ce qui est secret et public dans l'aménagement. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que le fait de l'aménagement même devient public. Ce n'est pas la décision en amont qui doit être convenue et puis ensuite appliquée. Parce qu'à ce moment-là, le temps tellement long qui sépare la prise de décision de sa réalisation rend la décision même peu démocratique, paradoxalement. Alors que c'est le moment où les choses sont en train de se faire, le moment où les changements sont en train d'advenir, qu'il faut laisser la discussion ouverte. Pas pour ne pas faire, parce qu'il faut agir et corriger. C'est ça qu'il faut faire, me semble-t-il, sur la COP. Et c'est pour ça que je pensais que la taille relativement à la fois grande et petite de la COP peut être un exemple de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que ça soit une exception culturelle, ni française, ni pas française. Il faut que ça soit, et c'est pour ça que le programme ne peut pas être une exception. Il faut que ça soit une manière exceptionnelle de faire de la ville, j'allais dire ordinaire ou extraordinaire, comme vous voudrez, ça revient un peu au même. C'est-à-dire, mais la mettre en... Voilà, c'est vrai qu'on a envie de faire ça comme une sorte de mise en scène de la transformation, de ces changements à vue. Et c'est ça, enfin, c'est pas un piège, mais c'est une manière de conduire le changement, de façon à ce qu'il y ait des exemples à des échéances qui peuvent être courtes, ce qui fait que la parole qui est prononcée ici n'est pas perdue au moment où les travaux se réalisent. C'est-à-dire que les gens qui sont dans cette salle, dans un an et demi, sont toujours les mêmes ou à peu près. Alors que si on parle de choses qui vont advenir dans 10 ans, c'est plus les mêmes. Les enfants n'ont plus le même âge, nous-mêmes, on n'a plus tout à fait les mêmes préoccupations, et le 4 pièces qu'on avait prévu d'habiter n'est plus adapté aux besoins de la famille qui a changé. Et donc il faut aussi qu'il y ait un temps relativement court entre le moment où on parle des choses et les moments où on agit. Et si vous voulez, si on arrive à lier ces deux choses-là, c'est-à-dire plutôt travailler sur les seuils, l'expression qu'utilisait Walter Benjamin, pour ne pas parler des limites précisément, et puis si on travaille sur une sorte de relation plus instantanée avec la transformation, alors on aura évité de nombreux pièges. Et le dernier point, il y en a un troisième, c'est l'économie. Fort heureusement, on a moins d'argent. Et c'est ce qui sans doute va nous permettre de faire tout ça. Ah ben là-dessus, je suis intéressé à ce que vous continuez de... Est-ce que vous voyez dans l'abondance, finalement, Oui. tout est possible. Et donc, il n'y a pas besoin de choisir. L'économie, dépenser, c'est penser, si vous voulez, entendez la chose comme ça. Et donc, ça nécessite, quand on dépense moins, de choisir. Et choisir, c'est décisif. Mais c'est ça, le choix. C'est de se dire qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire et ça, plus ça, et ça. Il va falloir prendre un certain nombre de choses qui vont faire justement que le projet de la ville et le projet de transformation ici deviennent un projet culturel. Parce qu'on aura fait ces choix